Bonsoir à tous et bienvenue dans JDS La Quotidienne, le journal des sports, deuxième numéro de la semaine. Merci de nous rejoindre. Voici les titres. Au sommaire de ce JDS, nous nous rendrons au siège du Comité national olympique où le général président Lassana Palanfo a réuni les présidents de clubs et la presse pour dire ses vérités. Le mercato bat son plein en Europe. Tour d'horizon des différents mouvements dans les clubs, de belles surprises à découvrir. Les éléphants sont éliminés du CHAN. Retour sur leur dernier match à Marrakech et l'avis de plusieurs acteurs de foot à Abidjan qui se prononcent sur la participation de nos pachydermes à cette compétition. Comme tous les mardis, on démarre à présent en national. La boxe est la première page de notre journal de ce soir. À Abidjan, depuis le 15 décembre dernier, le président de la Confédération africaine de boxe, M. Sosa Clément, est en prospection en vue du gala France-Afrique prévu en mai prochain ici en Côte d'Ivoire. À cet effet, il a animé une conférence de presse pour situer les enjeux de ce gala. Sébastien Wogna et Véronique Conan y étaient. En visite en Côte d'Ivoire pour le gala France-Afrique de boxe en mai prochain, le président de la Confédération africaine de boxe, Maître Sosa Clément, a mis l'accent sur deux éléments majeurs. Le premier concerne la signature d'un protocole d'accord pour l'organisation du gala France-Afrique. Pour rappel, ce gala est à sa 8e édition et la Côte d'Ivoire est le premier pays africain retenu pour abriter cet événement. La Côte d'Ivoire demeure la capitale incontournable de l'Afrique. Nous pensons que la Côte d'Ivoire a les capacités et les installations nécessaires pour abriter cette grande première et qui se déroulera pour la première fois en terre africaine. Deuxième élément majeur, Maître Sosa Clément n'est pas resté en marge de la crise qui secoue la boxe ivoirienne. Il a rencontré les différents clubs afin de ramener l'ordre au sein de la fédération. Juste après les visites, vous avez eu sûrement des informations concernant un peu la dissidence que la fédération a connue. J'ai reçu les clubs, j'ai reçu toute la fédération, donc depuis que je suis là, je n'ai fait que ça. Et je crois que nous avons pu assainir le climat. Il n'y a plus de problème au sein de la Fédération ivoirienne de boxe. Le président de la Fédération ivoirienne de boxe, le général Gaoussou Soumaoro, s'est dit heureux et honoré. Il a remercié le président de la Confédération de boxe pour sa confiance. Je voudrais simplement vous dire merci et vous dire que le sentiment qui nous anime est un sentiment de fierté. C'est un gala très important. Je voudrais encore une fois de plus vous remercier et vous dire que, en tout cas, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce gala puisse s'organiser. Le gala France-Afrique réunira en Côte d'Ivoire 15 pays. Le CNO, le Comité national olympique, sera très bientôt en assemblée générale élective. Sur invitation du président Lassana Palanfo, plusieurs clubs étaient au siège la semaine dernière, histoire de réfléchir sur l'organisation de ces élections. Et le président Lassana Palanfo en a profité pour annoncer sa candidature. Samuel Metch. Invité par le général président du Comité national olympique, Lassana Palanfo, les présidents de clubs, lors d'un huis clos, ont reçu une information capitale sur l'avenir de l'institution. Nous avons été invités par le général Palanfo ici cet après-midi pour qu'il nous rende compte de ce qui se passe dans l'actualité sportive. D'abord, premièrement, il nous a dit qu'il était candidat à sa succession. Le président a souhaité en tout cas que cette élection-là se fasse dans la transparence. Et donc l'idée de mise en place d'une équipe de supervision de cette Assemblée générale a été adoptée. Par la suite, revenant sur la crise entre le CNO et la Fédération de Taekwondo qui était l'autre point inscrit à l'ordre du jour, le président Palanfo, avec le soutien de l'huissier du CNO, s'est voulu encore plus clair. Au départ, on devait suspendre la Fédération de Taekwondo. Mais si on suspend la Fédération de Taekwondo, ça veut dire que le président est suspendu
ils peuvent participer. On suspend aussi également les athlètes. Donc nos athlètes actuellement, Ruth et Cissé, ne pouvaient pas prendre part à cette condition. On a dit donc dans ce cas, nous suspendons simplement le président et son comité pour nous permettre, nous, en tant que Côte d'Ivoire, d'organiser ces compétitions, de participer à ces organisations à travers nos athlètes. Voici la proposition que j'ai faite avec le président de la Fédération internationale. Mais en disant, M. Bamba, compte tenu de nos textes, si on finit, tu nous rends ton tablier, on va faire des élections. On n'a rien contre Bamba avec Daniel. Mais il y a des principes qu'il faut respecter. Un autre sujet brûlant a été abordé, la crise au sein de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, avec le colonel Kalkaba Malboum. Là encore, le général-président semble avoir toute la maîtrise de la situation et rassure. Je fais mon 4e mandat de président de l'ACNOA, c'est-à-dire des 54 pays, le comité olympique d'Afrique, et contre M. Kalkaba Malboum du Cameroun. Il a été relevé 2 fautes d'éthique contre lui. Donc, le comité exécutif a transmis cette plainte à la commission d'éthique pour décider. En disant, si M. Kalkaba est blanchi, on reprend les élections. Si M. Kalkaba perd, M. Palafo continue son mandat de président. Et actuellement, M. Kalkaba a saisi le TAS. Et tant que cela est au TAS, au niveau du tribunal de Lausanne, nous ne pourrons rien décider. Donc aujourd'hui, c'est moi le président jusqu'à ce que le TAS décide. Voilà la situation exacte. Rendez-vous est pris pour le mois de février où se tiendra l'élection qui présentera le nouveau locataire du siège de l'institution. La crise entre le CNO et le taekwondo fera l'objet d'un de nos débats ici tous les jeudis. Comme je vous le dis, les jeudis, nous aurons donc des débats ici même à JDS. Dernière information nationale du Naboudo. La saison a officiellement démarré le week-end dernier à la Case des Enfants à Abidjan Plateau. 28 athlètes étaient au rendez-vous de cette compétition. Techniques de combat et démonstrations ont meublé cette reprise en présence de Patrick Dadier et de Samuel Metch. Au cours de cette rentrée sportive, techniques de combat et démonstrations étaient à l'ordre du jour. Pour ce faire, 3 ateliers ont été constitués et placés sous la coupole de Gradé. Le premier atelier, basé sur le Nambou Chiotai, fondé sur le Béaba, était composé de ceintures blanches, dirigé par Diomandé Souleymane, ceinture noire 5e dan. Dans le second atelier, sous la conduite du DTN, Dosso Ousmane, ceinture noire 4e dan, il a été question du Ukemi Waza et le Nambou Shodan pour les techniques de défense et d'attaque, qui prenaient en compte les ceintures de couleur. Le dernier atelier tenu par Kone Boraima, dit japonais, ceinture noire 4e dan, qui avait sous sa gouverne essentiellement des Nabudoka de l'équipe nationale, dont Agré Agré Jules, champion d'Afrique, Tahamari, Kouabosson et Frézaoui. Leur formation était fondée sur le Nabunida, en vue de perfectionner leurs acquis. C'est un peu un rappel, surtout pour moi, qui avait perdu mon rythme, mais ça me permet de retrouver, on peut dire, mon pied d'avant pour avoir toujours de la force. Après les vacances sportives, la machine a été un peu grippée. Cette rentrée est la bienvenue, ça nous permet de diluer un peu la machine de sorte qu'on puisse entamer la nouvelle saison avec la même âne que les saisons antérieures. Durant ces retrouvailles, tout a été passé au peigne fin lors des modules enseignés. Il s'est agi de corriger ces techniques-là pour que les gens puissent mieux se préparer parce que les blessures qui interviennent dans les compétitions découlent du fait que les gens utilisent mal les techniques. Donc quand la technique n'est pas maîtrisée, soit on se blesse, soit on blesse l'adversaire. Donc nous avons mis l'accent sur ces différents éléments pour leur propre sécurité et pour l'efficacité en compétition. Le séminaire a bénéficié de la participation du grand maître Anchi Soumaoro Konoba, ceinture noire 8e dan. On a pu faire des corrections sur certaines choses évidentes qui contenaient certaines erreurs. Et au fur et à mesure, les choses vont en progressant. Il suffit d'insister pour qu'on ait quand même de bons athlètes pour représenter le pays sur le plan international. S'agissant du démarrage des compétitions nationales, il a été annoncé pour le mois de février. Quittons la Côte d'Ivoire à présent pour voir ce qui se passe ailleurs. Le compte à rebours pour la fin du mercato est lancé. Il prendra fin le 31 janvier prochain.
Annoncé au PSG, au Bayern ou encore à Manchester City, c'est finalement à Manchester United que Alexis Sanchez a atterri lundi après 4 années passées à Arsenal. Le Chilien de 29 ans portera le numéro 7 chez les Red Devils avec un salaire pharaonique. Sa mission est de dynamiser l'attaque de José Mourinho. Sanchez a confié que c'est un rêve de gamin qui se réalise pour lui. Un autre rêve d'enfant qui se réalise cette fois, c'est celui de Henrik Mkhitaryan qui quitte Manchester United pour Arsenal à 29 ans. L'Arménien se dit très heureux de rejoindre les Gunners pour un contrat à longue durée. Et de son côté, Manchester City a réussi à prolonger le contrat de Kevin De Bruyne. Auteur d'une bonne saison, le milieu de terrain belge est désormais lié au club jusqu'en 2023. Voilà, le Belge qui va donc évoluer avec cette équipe jusqu'en 2023. Il s'agit de Manchester City. Et puis enfin, l'attaquant Robinho, le Brésilien, âgé de 33 ans, libre de tout contrat et qui cherchait à se relancer, a retrouvé preneur. C'est le club de Sivasspor en Turquie qui le reçoit. Le joueur, il faut le rappeler, sort de ses déboires avec la justice. Il a été condamné à 9 ans de prison ferme par le tribunal de Milan pour viol en réunion, des faits qui remontent à 2013. George Weah, président du Libéria, élu le 29 décembre dernier, le Ballon d'Or 95 a été officiellement investi dans ses nouvelles fonctions. Comme un symbole, la cérémonie a eu lieu dans un stade Samuel Toé en ébullition, un stade que connaît très bien le nouveau président du Libéria. Parmi les invités, des personnalités du monde du football. On peut citer Claude Leroy, Samuel Eto'o, JJ Okocha, Didier Drogba, ainsi que le président de la Confédération africaine de football et Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fédération internationale de football amateur, la FIFA. Félicitations en tout cas au nouveau président du Libéria, George Weah. Une information de basketball avant de recevoir notre consultant qui sera avec nous pour débriefer la participation de la Côte d'Ivoire. Jason Kidd n'aura pas survécu à la mauvaise série de Bucks qui pointe à la 8e place de la conférence Est et qui reste sur 4 défaites lors des 5 derniers matchs. La franchise de Milwaukee s'est séparée de l'entraîneur de 44 ans arrivé à l'été 2014 et qui n'aura jamais réussi à franchir le premier tour des playoffs. En attendant l'arrivée de son successeur, il sera remplacé par son ancien adjoint Joe Prenti pour la venue des Suns au Bradley Center. C'est tout pour les informations à l'international. À présent, nous passons au débrief. Et pour cela, nous recevons donc notre consultant du jour, Bakayoko Kapit. Bonsoir. Bonsoir, Cathy. Avec vous, nous allons revenir sur la participation de la Côte d'Ivoire au CHAN, au championnat d'Afrique des Nations, qui se déroule en ce moment même du côté du Maroc. La Côte d'Ivoire était donc logée dans la poule B avec la Namibie, la Zambie et l'Ouganda. La Côte d'Ivoire est sortie dès les matchs de groupe après deux défaites, on va dire, 2 défaites et 1 match nul. Oui, la Côte d'Ivoire n'a pas réussi son pari d'aller plus loin qu'au CHAN 2016. Le plus grave, c'est que nous sommes non seulement sortis au premier tour, mais nous avons terminé 4e sur 4 dans notre poule par le simple principe de l'application des critères de classement. D'accord. Parce que dans les règlements de la compétition du CHAN, on a un certain nombre de critères qui définissent le classement. Nous avons le même nombre de points que l'Ouganda. Mais il se trouve que l'Ouganda a marqué un but. Donc, un des critères... Alors que la Côte d'Ivoire n'a marqué aucun but. La Côte d'Ivoire n'a marqué aucun but. Parce que les critères, le premier, c'est la confrontation directe. Entre l'Ouganda et nous, on a fait match nul, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Le second, c'est le goal average. Donc, on termine tous les deux à moins 2, moins 3 pour les deux équipes.
Et après, on regarde le nombre de buts marqués. Eh bien, au nombre de buts marqués, c'est le Ghana qui a marqué au moins un but. La Côte d'Ivoire n'a pas marqué de but. Donc, du coup, on se retrouve 4e sur 4. On reviendra plus en détail sur cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Pour l'instant, voyons le match de la Zambie face à la Namibie. La course à la première place était l'enjeu de ce 3e match entre les deux nations, déjà qualifiées. Déjà depuis le 2e match, ces deux nations étaient déjà qualifiées pour ce groupe B. Et c'est finalement la Namibie, 2e, qui va rencontrer le Maroc en quart de finale. Samuel Metch. Assurés déjà d'une qualification pour les quarts, la Zambie et la Namibie se sont croisées pour une place de leader dans le groupe B. Chacun jouant pour éviter de croiser le Maroc. Après 12 minutes de jeu, les Namibiens ouvrent le score grâce à Absalom Marana Mbo sur coup franc. Les Zambiens repliquent avec une frappe de Lararous Kambole dans la surface à la 23e minute sur un centre d'Ernest Mbewe. Les deux équipes se sont finalement neutralisées 1-1. La Zambie, première du groupe avec un avantage au goal average plus 4, affrontera le Soudan en quart de finale le 27 janvier à Marrakech. Les Namibiens, quant à eux, seront opposés au Maroc à Casablanca. Zambie-Soudan, Maroc, Namibie, ce sont des matchs qui s'annoncent intéressants. Oui, ce sont des matchs qui s'annoncent intéressants, surtout dans la différence de style. On a un style marocain très posé, avec des passes très courtes, un jeu très rapide, avec un très fort regroupement autour du ballon, face au football namibien qui nous a freinés, puisque c'est un football assez direct, un football fait de duels physiques et athlétiques. Donc, pour le Maroc, ce sera facile à jouer parce que le Maroc sait contenir ce type de façon de jouer, étant donné qu'ils savent comment conserver le ballon, ils savent épuiser l'adversaire qui veut aller sur le terrain physique. Donc, je pense que c'est un match qui ira naturellement à l'avantage du Maroc. Mais cela va prendre un certain temps avant qu'ils arrivent à marquer parce qu'ils vont d'abord devoir faire face à l'énergie des Namibiens. Ils vont se dépenser beaucoup. Donc, je pense qu'autour de l'heure de jeu, les Marocains devront pouvoir faire la différence. D'accord, donc ce sont deux matchs que nous allons suivre ensemble sur les antennes de la RTI. On revient donc au sujet principal de ce débrief. Il s'agit bien sûr de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Tous les Ivoiriens s'attendaient à voir une équipe de la Côte d'Ivoire qui pourrait relever le défi de sauver l'honneur après ces deux défaites. Malheureusement, les Ivoiriens n'ont obtenu qu'un match nul face à l'Ouganda, 0-0. On voit d'abord le résumé de Bonfils et de Samuel Metch. À Marrakech, l'équipe ivoirienne pour sa 3e sortie a eu un bien meilleur visage avec dans ses perches un certain Cissé Abdoul Karim et un Tony Truant Nguessambi Noël, d'ailleurs désigné homme du match. La Côte d'Ivoire, dès la 26e minute, tente de prendre de vitesse la défense ougandaise et obtient un coup franc à l'entrée de la surface, mais qui finit dans les gants de Rachid Watenga. 0-0 à la pause. À la reprise, les poulains d'Ibrahim Kamara, voulant sauver l'honneur, ont tout mis en œuvre pour inscrire un but, mais ils n'y parviendront pas. À l'image de Gbadie Gbayon qui manque le cadre ougandais à la 55e minute. Meilleur buteur du championnat ivoirien, Mel Togui fait son entrée dans les 15 dernières minutes pour booster son collectif. Quelques minutes plus tard, Mel Togui et Brou Manassé combinent bien, mais manquent de chance. 0-0 score final. Les éléphants n'arriveront pas à inscrire un seul but dans cette compétition, au grand désarroi des supporters. Voilà, Ouganda-Côte d'Ivoire, c'est un match que vous avez suivi. On s'attendait à voir une équipe des éléphants quand même essayer de sauver l'honneur face à l'Ouganda. Mais ça a été difficile pour la Côte d'Ivoire de passer cette équipe ougandaise. Et pourtant, ce n'est pas la volonté qui a manqué. Ces jeunes avaient vraiment envie de revenir avec un bon résultat. On les a sentis déterminés, on les a sentis dans une envie vraiment de gagner au moins un match. Mais ils se sont heurtés au fait que le système de jeu qu'on leur a proposé n'est pas le système qu'ils connaissent le mieux. Et le temps qu'ils avaient pour la préparation n'est pas suffisant pour maîtriser un système différent de ce qu'on a l'habitude de jouer. Le jeu long, le jeu fait avec des joueurs qui sont très loin les uns des autres, c'est vraiment contre nature. Les Ivoiriens ne savent pas beaucoup jouer. Ils peuvent le faire, mais cela demande qu'ils y travaillent pendant longtemps. Si c'est une préparation de 2 semaines, c'est vraiment difficile parce que ça crée entre eux une absence totale de solidarité. Ils ne sont pas près les uns des autres. Chaque joueur en difficulté se retrouve tout seul entouré de plusieurs adversaires, donc il perd plus facilement le ballon.
Donc je crois que c'est simplement que le schéma tactique n'était pas adapté. En plus, dans les buts, le Camara a choisi de mettre Zadi Ortalin, qui est un très bon gardien. Mais le fait est que les défenseurs qu'il a choisis sont les défenseurs de la SEC. Il aurait été plus intéressant pour lui de mettre derrière les défenseurs de la SEC le gardien de la SEC. Vous parlez des deux premiers matchs face à la Namibie et la Zambie. Oui, sinon, les deux premiers matchs, il y avait Cissé. Il a mis Cissé cette fois. Et on a vu que les défenseurs étaient plus à l'aise. Parce que généralement, ce qui se passe entre défenseur et gardien, il y a une question de confiance. Quand j'ai confiance au gardien, il y a des choses que je fais. Quand je n'ai pas confiance, je les fais différemment. Un défenseur central qui a confiance, il peut faire par exemple beaucoup de passes en retrait à son gardien pour une relance de l'autre côté. Quand c'est un gardien avec lequel il n'a pas l'habitude de jouer, il est assez prudent, il se garde bien de... Et même quand on voit le but contre la Namibie, on voit bien qu'il y a un désaccord total entre le gardien, Zadi Ortalin, et les défenseurs parce qu'il va sur le ballon. Il y a une absence totale de communication entre eux, de sorte qu'on prend un but contre un vrai but gag qui est dû justement à cette erreur de choix. Ce n'est pas la valeur du gardien qui est en cause, c'est la complémentarité entre lui et ses défenseurs. Ah oui, la complémentarité. Donc vous préconisez que si on prend un gardien qui vient d'une équipe, il faudrait quand même que les défenseurs puissent avoir eu l'habitude de jouer avec ces gardiens, donc qui viennent également de cette même équipe. C'est l'idéal. Et en fait, je le dis parce que Camara avait dans sa sélection les deux défenseurs principaux de la SEC. Oui. Et c'est ceux-là qu'il a choisis. Donc autant le faire jouer avec le gardien avec lequel ils ont l'habitude de jouer. Pour qu'ils aient des mécanismes qui sont propres à eux. Parce qu'en fait, quand on forme une équipe nationale, on a très peu de temps pour créer les automatismes. On a très peu de temps pour s'habituer les uns aux autres. Et surtout pour se faire confiance complètement dans le jeu. Donc quand on met ensemble des personnes qui jouent ensemble, eh bien on a une facilité. On le verra tout à l'heure d'ailleurs si on a l'occasion. Quand on regarde l'équipe du Maroc jouer, la qualité du jeu repose sur le fait que l'équipe est essentiellement constituée des joueurs du WAC. Oui. Le WAC qui vient de remporter la Coupe d'Afrique. Donc des joueurs qui ont un vécu régulier, qui savent jouer ensemble, savent jouer ensemble. Quand on dit le WAC, on ne parle pas de William. Hein. On parle de Wydad Atlético, le WAC. Faut préciser. Effectivement, c'est vrai, on a aujourd'hui deux WAC, encore que nous sommes fiers du nôtre. Ouais. Le Williams Athletic Club, un jeune club vraiment qui a beaucoup de mérite. Là, on parle effectivement du Wydad Athletic Club de Casablanca. C'est un très bon club et ce club est champion d'Afrique. Et l'équipe du Maroc, l'équipe nationale du Maroc, est essentiellement composée des joueurs de ce club-là. Donc, l'équipe du Maroc bénéficie du collectif, de la qualité du collectif de ce club. D'accord. Voilà. Nous allons donc écouter les deux entraîneurs après cette rencontre entre l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. Nous, l'important, c'était l'objectif du match. L'objectif du match, c'est de faire un bon match et de terminer devant la Côte d'Ivoire. C'était ça l'important, puisqu'on ne pouvait plus terminer ni premier ni deuxième du groupe. Donc il y avait une troisième place à prendre. Et il fallait à la fois qu'on montre encore de bonnes choses dans le jeu collectif. Et on aurait préféré, c'est sûr, gagner le match. On joue toujours pour le gagner. Et on est tombé contre une bonne équipe de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a fait largement jeu égal avec cette équipe. Et on aurait préféré gagner, mais on n'a pas pu concrétiser nos occasions. La compétition, c'est toujours particulier. Il faut, je pense il faut analyser les résultats, ils sont importants, mais analyser les résultats en rapport avec les oppositions. Je pense que le groupe de Marrakech, moi j'ai vu 3 belles équipes. Une équipe certainement qui s'est qualifiée comme la Namibie en ayant un projet de jeu un peu plus défensif. Mais je ne connais pas le niveau des autres poules. Mais en tout cas, en termes de jeu, en termes de niveau, la Zambie est une très belle équipe. Nous, on a des arguments aussi. La Côte d'Ivoire également. Il faut simplement analyser la compétition. Je connais les joueurs de la Côte d'Ivoire. Il y a des bons joueurs. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est une bonne organisation tactique des deux équipes. Et c'est ça qu'il faut retenir. Après, dans certains cas, on marque, dans certains cas, on ne marque pas. Mais il faut analyser les animations défensives et les animations offensives. Pour mon équipe, je les ai trouvées assez bonnes sur l'ensemble des 3 matchs. Et la Côte d'Ivoire que j'ai regardé pour faire le montage vidéo de ce match, des arguments, a bien joué ces matchs. Maintenant, un moment clé, il prenait un but à la 95e minute contre la Namibie, nous à la 92e minute. Je veux dire, on peut dire que la Côte d'Ivoire n'avait pas le niveau pour se qualifier comme nous d'ailleurs. Mais
les matchs, il faut les jouer, il faut savoir les gagner. En tout cas, tactiquement, elle est très bien organisée. Et je pense que c'est ce qu'il faut souligner dans une compétition comme ça. Puis c'est une grande compétition. D'ailleurs, je tiens à féliciter la CAF pour l'organisation de la compétition, que ce soit à l'hôtel, que ce soit sur les stades et les gens qui travaillent et qui ont travaillé autour de nous de la CAF. C'est fantastique de vivre ces moments-là, et les joueurs, forcément, ça va leur amener de l'expérience. Mais bon, moi, je trouve que la Côte d'Ivoire a des très bons arguments, elle est bien organisée, et que peut-être elle serait tombée dans un autre groupe, elle serait peut-être qualifiée. Mais je veux dire, le groupe de Marrakech était d'un bon niveau. Ce résultat ne change rien à mon état d'esprit, parce que l'idée pour nous, c'était quand même de faire une belle compétition. Aujourd'hui, on aurait gagné, ça aurait été mieux pour nous, mais à l'arrivée, comme j'ai dit, on devait jouer pour nous, pour ne pas sortir d'ici avec 3 défaites. Malheureusement, on a tout fait, on n'a pas pu gagner. L'idée qu'on avait, c'était, comme je dis, donner de l'espoir aux Ivoiriens. Donc on a mis tous les ingrédients qu'il fallait pour marquer. Malheureusement, on a pêché dans la finition. Je pense qu'on a progressé par rapport au match de la Zambie. Et à mon sens, si on continue de travailler comme on l'a fait, parce qu'on sent que plus la compétition avance, qu'on est resté un peu plus longtemps ensemble, on commençait à sortir la tête. Mais malheureusement, voilà, au bout des 3 matchs, il faut faire les valises. Je pense qu'on peut regarder l'horizon avec un petit peu d'espoir quand même. Un regret. De toute façon, entre un événement où tu gagnes un trophée ou celui où tu n'en gagnes pas, forcément, les sentiments ne sont pas les mêmes. Mais au-delà du fait de gagner ou de ne pas gagner, je pense qu'on arrivait à une compétition où je pense que les arguments nous ont manqué. Et à l'arrivée, le constat est qu'on a quand même fait des progrès tout au long de cette compétition. On gagne un jour, on perd un autre, mais l'idée c'est de tirer les leçons des échecs et des illusions pour pouvoir avancer. Je pense qu'il y a des échéances à venir. Il faut pouvoir partir de cet échec et puis corriger le tir pour ce qui arrive. Voilà, moi je retiens dans les propos de Kamara Ibrahim, il a dit que pour le dernier match, les Ivoiriens ont progressé par rapport aux 2 premiers matchs. Vous êtes de cet avis? Oui, ils ont mieux joué. Était-ce un progrès? Je ne sais pas, parce qu'on avait quand même une équipe beaucoup plus faible que les 2 premières. Mais il y avait effectivement le fait que ces garçons jouaient ensemble leur 3e match, donc il y a quand même quelques petits éléments qui commençaient à s'installer entre eux. Et surtout, ils étaient beaucoup plus confiants dans ce match parce qu'ils osaient un peu plus. Ils prenaient des initiatives, ils acceptaient de dézoner un peu, alors que dans les 2 premiers matchs, ils étaient un peu figés dans le schéma tactique. Personne ne sortait de son espace. Ils restaient dans des zones comme si on avait placé des pions. Parce qu'effectivement, le schéma tactique que Kamara a proposé, c'est un schéma très, très rigoureux en termes de positionnement. Donc, pour des joueurs qui ne sont pas habitués, cela entraîne parfois l'idée qu'on ne doit pas sortir de sa zone de travail. Alors qu'une équipe ne peut pas gagner si elle n'a pas une animation suffisante pour déstabiliser l'adversaire. Si vos positions sont connues à l'avance et que vous n'en sortez pas, vous ne pouvez pas nous déstabiliser. Absolument. Ils ne sont pas vraiment sortis de leur positionnement. Seul l'avant-centre Togui Mel faisait des décrochages pour venir apporter un appui et permettre à la défense de sortir le ballon. Malheureusement, c'était des longs ballons. Et là, donc, il avait beaucoup de mal donc, à les maîtriser pour permettre à tout le monde de remonter. D'accord, avec vous, nous allons donc décrypter ce match, non seulement le match de la Côte d'Ivoire face à l'Ouganda, mais aussi nous allons prendre des exemples avec le match de la Zambie. Absolument. Voilà, donc allons-y. Alors, si on regarde bien l'ensemble des prestations des Ivoiriens, on verra que, c'est vrai, du 1er au 3e match, il y a eu quelques avancées. Mais ce sont les avancées qu'on a quand on commence à rentrer dans une compétition, on commence à retrouver quelques petits repères les uns avec les autres. On commence parfois soit à avoir de la confiance, soit à avoir de la confiance dans le partenaire, soit à... Bon là, on est... Excusez-moi, mais là, je viens sur une action qu'on nous montre qui est importante. Vous voyez, on voit le gardien en rouge, le gardien de la Zambie. C'est le point de départ du 2e but zambien. Vous voyez, c'est sur un corner ivoirien, donc sur une offensive des Ivoiriens. Dès que le gardien récupère le ballon, regardez sa position, il est prêt déjà à engager la relance parce que ce sont des équipes qui ont beaucoup travaillé le contre. Et nos garçons sont montés sans faire attention à leur positionnement pour éventuellement parer au contre.
On voit que tout le monde est monté, c'était très bien parce qu'on avait un but à remonter, mais on n'a pas fait suffisamment attention au positionnement de l'adversaire dans les capacités donc de contre. Et dès qu'il a pris le ballon, il s'est retourné tout de suite. Le ballon venait de la droite vers la gauche. Eh bien, il va de l'autre côté, comme c'est conseillé dans tous les centres de formation. Il va de l'autre côté et il transmet directement le ballon. On verra éventuellement si on a l'image suivante. On verra, voilà, il transmet le ballon complètement à droite. Vous voyez le joueur à droite, il est porteur du ballon. Mais il faut regarder le haut de l'écran. On voit le joueur... Le premier joueur ivoirien. Le premier joueur ivoirien. En fait, dans la défense, on a deux défenseurs qui sont sur deux joueurs zambiens. Donc, ils sont à 2 contre 2. Oui. Le troisième, il est le porteur du ballon. Il arrive à le ballon. On a un troisième qui vient lui aussi en sortant. Mais le plus important, c'est celui qui est en haut de l'écran, qui est complètement en haut de l'écran, le joueur zambien qui est en haut de l'écran, non loin du rond-point central. C'est lui qui va marquer le but. Il est suivi par un joueur ivoirien, je ne sais plus très bien lequel, mais qui, à un moment donné, relâche son effort et le laisse venir. Donc, permet aux Zambiens d'avoir la supériorité numérique autour du ballon. Parce qu'en fait, c'est un contre. Un contre, c'est la question du replacement rapide. Et bien sûr, ce coup-là, les Ivoiriens ont montré qu'on n'a pas une grande solidarité parce qu'ils sont restés deux et personne n'est venu suffisamment rapidement pour pouvoir avoir tout de suite la supériorité. Vous voyez que le joueur namibien à droite, il garde le ballon le plus longtemps possible pour fixer nos deux centraux. Vous voyez qu'il va vers notre axe central et nos deux centraux donc se rapprochent le mieux de l'endroit où il va essayer de passer. Parce que pour fixer un défenseur, c'est simple. On fait semblant de partir avec le ballon. Donc, on le fixe là et on donne pour créer le décalage au joueur qui a été libéré par le fait qu'il est venu droit devant nous. Oui. Donc, il fixe les deux défenseurs et il va remettre le ballon à gauche au joueur qui venait en courant et qu'on a laissé revenir. Donc, les trois premiers devant ont servi simplement à fixer nos défenseurs centraux pour qu'un troisième vienne faire la différence sur le plan numérique. Donc, en réalité, ils ont démontré sur cette action-là que ce n'est pas une action improvisée. Ils ont travaillé ce type d'action. Et comme je dis souvent à tous les interlocuteurs, une équipe nationale, la préparation est très difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Donc, en réalité, la qualité d'une équipe nationale au sommet s'obtient à partir du travail des équipes nationales des catégories de jeunes, cadets, juniors, espoirs, équipe B, tout ce que vous voulez, avant d'aller à l'équipe A. Quand on regarde notre équipe jouer dans les joueurs de talent, mais ils n'ont pas un collectif, ils n'ont pas souvent joué ensemble. Quand on prend notre équipe nationale, entre l'équipe nationale qui a participé à l'UFOA, l'équipe nationale qui a participé à la francophonie et celle qui est partie au CHAN, c'est 3 équipes différentes. À quel moment on joue ensemble? À quel moment on apprend à jouer ensemble? Il faut qu'on arrive à avoir des équipes qui sont cohérentes, qui sont homogènes. Même s'il y a des joueurs qui entrent et qui sortent, mais ça ne doit pas être tout un recommencement. Malheureusement, on est dans le recommencement. C'est pour ça que j'apprécie le discours de Camara qui dit les joueurs commencent à acquérir un certain nombre de mécanismes et que ce serait bien de conserver l'équipe. Eh bien, nous, on nous ramène le propos. C'est à eux de conserver l'équipe, c'est à eux d'être capables de maintenir ces regroupements, de maintenir ces jeunes gens dans un ensemble homogène pour qu'ils apprennent à cultiver des vécus, à acquérir des complémentarités entre eux. Parce que c'est ce qui manque dans cette équipe. Vous voyez, les 2 défenseurs centraux étaient là, mais personne n'est venu assez rapidement. Alors que si c'est une équipe où on a souvent l'habitude de jouer ensemble, on aurait peut-être positionné une ou deux sentinelles qui auraient permis donc de contrer le départ de l'action pour empêcher cette situation. Mais là, on n'a situé personne, tout le monde est monté un peu, c'était comme une sorte de, allez, on y va. On court un peu la balle. Voilà, allons-y tous, tout le monde est monté sur le corner. Seulement, comme les Ivoiriens on a oublié que derrière, il faut prévoir des mécanismes. Et là, vous faites les comparaisons avec la construction de jeu du Maroc. Oui, parce qu'effectivement, nous, on a essayé de jouer dans un schéma à l'italienne. C'est un schéma où les joueurs sont positionnés, mais vraiment d'une façon telle que chacun doit pouvoir assurer sa zone. Et donc, quand on fait des passes suffisamment longues. Vous voyez, alors que le jeu marocain, c'est le jeu par passe courte. On prend son temps, on ne se précipite pas. Si on doit revenir plusieurs fois, on reviendra plusieurs fois jusqu'à ce qu'on parvienne là où on veut arriver sans risquer de perdre le ballon. Parce que dans ce schéma-là, c'est le schéma à la barcelonaise, on se dit, tant que nous avons le ballon, c'est nous qui avons le jeu. Ça ne sert à rien de nous précipiter, de donner le ballon à un partenaire qui est tout seul parmi plusieurs adversaires et perdre le ballon. Donc, on va continuer de faire des passes, de les faire courir dans le vide jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un relâchement dans ce travail défensif et puis on passe. On n'a pas besoin de se précipiter. Même quand on est mené, il faut aller voir, ils font les passes, ils combinent. Dès qu'ils ont un espace, ils accélèrent. Tant qu'ils n'ont pas d'espace, ils reviennent en arrière, ils reconstruisent, ils vont à droite, ils vont à gauche et ils recommencent.
Alors que quand on a regardé les Ivoiriens jouer, chaque fois ils ont essayé d'aller très vite, très rapidement devant. Malheureusement, qu'est-ce que cela entraîne? Eh bien, ils essaient de donner le ballon parfois à des partenaires qui sont isolés en 3-4 défenseurs. Vous voyez, regardez là, par exemple, sur cette action, voilà, il est tout seul, il n'y a personne qui vient vers lui, il est obligé de tourner sur lui-même, il est coincé en deux adversaires, il se débrouille, il arrive à donner. Regardez la distance de la passe, elle est très longue. Il joue arrêté en plus, hein, exactement, les joueurs parce ivoiriens. que justement, c'est le système du positionnement. Quand les joueurs ne savent pas l'appliquer, ils n'arrivent pas à sortir de leur zone pour venir apporter un soutien à leur partenaire. Parce que quand on veut apporter un soutien à un partenaire, en réalité, on sort de sa zone. Il faut aller vers lui. On sort donc de son positionnement initial pour aller vers l'autre. Malheureusement, quand on joue dans ce schéma-là, où on n'est pas encore bien rodé, eh bien, on est comme figé. Vous voyez, on lui donne, il va devoir partir tout seul, il perd le ballon. Et il n'y a personne derrière pour assurer la couverture, pour permettre de reprendre le ballon tout de suite à l'adversaire. Alors que regardez les Zambiens. Ils jouent en jeu long, mais ils prennent le temps d'abord de déstabiliser nos garçons avant de changer complètement le ballon. Là, de changer de position. Ils ne se précipitent pas. On a l'impression qu'ils se précipitent. Ils jouent rapidement, mais ils ne se précipitent pas. Il y a une grande différence. Ouais. Dans le jeu des Ivoiriens, il y avait de la précipitation. Évidemment, l'intention était d'aller vite, mais cela donnait plus de précipitation que de rapidité dans le jeu. En fait, on jouait contre nature. Pour moi, cette façon de jouer-là, ce n'est pas bon pour une équipe qui n'a pas un vécu quotidien. C'est bon pour des équipes qui ont souvent travaillé ensemble, longtemps travaillé ensemble. Donc, on sait à quel moment il faut qu'on se regroupe, à quel moment on doit complètement ouvrir et écarter complètement le jeu. On ne joue pas au hasard. Les combinaisons sont travaillées, tout est travaillé. Et là, vous voyez, partout, les Ivoiriens ont été souvent pris dans l'étau parce qu'ils étaient souvent trop seuls. Il n'y avait pas la solidarité, ils jouaient trop loin les uns des autres. Et quand derrière, en plus, on a des difficultés de transmission parce qu'on n'est plus très serein, on a la pression du match, on est nouveau à ce niveau de compétition, on a une perte de confiance, eh bien, on donne beaucoup de ballons à l'adversaire et on se met en difficulté parce que chaque ballon rendu à l'adversaire, c'est une possibilité d'attaque de l'adversaire. Donc, un travail défensif. On le sait, en football, le travail le plus fatigant, c'est le travail défensif. Parce qu'on fait des allers-retours derrière et le porteur du ballon et ceux qui se démarquent. Donc, c'est le porteur du ballon qui mène le jeu. Et donc, c'est lui qui fait courir les autres. Donc, quand une équipe décide... C'est pas ce qu'on a remarqué au niveau de l'équipe des éléphants. Mais parce qu'on le ballon... les voit arrêter, ils jouent un peu arrêtés, on n'est pas en mouvement, c'est un peu compliqué. Il y a un manque de solidarité. Oui. Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Oui. Parce que le schéma les fige. Ils ne savent pas le faire. Ils ont commencé, mais ils ne sont pas à un niveau suffisant pour en avoir une maîtrise efficace. Donc, c'est ce qui explique qu'il n'est pas réussi dans toutes ces trois parties à se créer de vraies occasions de but. Quand vous voyez les seules occasions où Togimbel a réussi à faire quelque chose, il a dû chaque fois décrocher pour venir chercher le ballon et essayer par un espoir individuel de faire quelque chose. Et si le jeune ailier gauche a été homme du match dans le match contre l'Ouganda, justement, c'est parce qu'il a pris lui aussi des initiatives. Malheureusement, Fonsigno, de l'autre côté, a essayé la même chose, mais il n'a pas réussi pour une raison toute simple. Fonsigno, son jeu est basé sur la course. C'est basé sur le déséquilibre dans la course. C'est un jeu qui marche très bien ici parce que nos défenseurs ne travaillent pas beaucoup sur la course. Or, là, on a eu 3 équipes, la Namibie, l'Ouganda et la Zambie, où on travaille essentiellement sur la course. Donc, pour une fois, il avait affaire à des adversaires qui étaient dans son schéma à lui et qui, malheureusement, pour lui, étaient physiquement et athlétiquement plus forts que lui. Donc, il n'a jamais réussi à faire la différence. Ça n'enlève rien à son talent, mais il devait simplement varier son jeu par rapport aux qualités de l'adversaire. Quand tu fais la différence sur un atout et que cet atout-là ne peut pas marcher aujourd'hui, eh bien, il faut changer. Mais il est jeune, il est en apprentissage, il aura le temps de comprendre et d'ajuster son jeu. Il a de la qualité, le garçon. Moi, j'ai vraiment confiance dans ce qu'il peut devenir. Mais on aurait dû lui dire tout de suite, attention, ceux-là, ils jouent comme tu joues. Et physiquement, ils sont plus forts que toi, donc varie ton jeu. Appuie-toi sur les autres, passe par des échanges rapides de passes et essaie surtout les courses lorsque tu n'es pas en duel. Dès que tu as un duel, donne le ballon. Dès que tu as un duel, donne le ballon. D'accord. Voilà. Donc, la leçon pour vous, c'est donc d'essayer de jouer ensemble plus souvent pour rôder l'équipe et l'habituer à ces grandes compétitions. Salif Ouattara, lui également, il est du côté de Marrakech avec Benson Piraka. Il a tiré les leçons de cette rencontre, de cet échec de la Côte d'Ivoire. Il nous propose donc ces leçons à tirer. Au-delà de la déception, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut repartir. La vie est faite d'échecs, de réussites. Des fois on gagne, des fois on ne gagne pas. Des leçons à retenir du championnat d'Afrique des Nations, il y en a plusieurs. Kamara Ibrahim
Ce technicien chevronné, appelé par certains journalistes Monsieur Intérim, l'a maintes fois dit à la presse. Lui qui se veut discret répète à qui veut l'entendre qu'il faut construire. À Marrakech, la poule B, qui semblait largement à la portée des éléphants, s'est révélée une poule à piège. Les joueurs attendus à ce CHAN ont éprouvé d'énormes difficultés face à des adversaires souvent supérieurs physiquement. Les athlètes ivoiriens eux-mêmes sont conscients du bilan négatif de leur participation à ce championnat d'Afrique. Je pense que c'est l'apprentissage, parce que nous avons un groupe non expérimenté. Je pense que c'est ce qui a fait que aujourd'hui, le bilan n'a pas été positif. Quand tu ne te qualifies pas, et puis même si tu veux faire le plus fort, et puis il faut jouer tout ce que tu veux comme le foot, mais quand tu n'es pas qualifié, ça vaut pas la peine. Nous sommes encore jeunes, hein, donc il y a beaucoup encore. Et pendant ce champ-là, on a appris beaucoup. Donc là, on va rentrer dans notre club et continuer toujours à travailler et puis essayer de faire mieux la prochaine fois. Les journalistes présents à Marrakech sont d'accord sur un point. Il faut se servir de cette sélection pour bâtir une vraie équipe. Les individualités sont là, quitte à la Fédération ivoirienne de football de fixer le cap et mettre en place un chronogramme sérieux. Il faut reconstruire une bonne équipe et pour le faire, il faut des joueurs qui jouent ensemble sur une longue période. Or, avec ce que nous voyons, l'équipe nationale est très instable, les joueurs s'en vont très tôt à l'aventure et à peine un groupe constitué, on est obligé de passer à un autre groupe et c'est gênant pour le football ivoirien. Il faut garder ce groupe-là intact, même si c'est vrai que ça sera difficile de pouvoir les garder, puisqu'il y en a certains qui sont déjà couchés sur des tablettes, des recruteurs qui sont là nombreux pour les recruter pour l'extérieur. Mais il va falloir garder cette mentalité de travail, de préparation, parce que seule la préparation, seule on va dire, la confrontation de ces joueurs-là a des réalités beaucoup plus, on va dire, intenses que celles que nous avons en Ligue 1 en Côte d'Ivoire, permettront donc à cette équipe-là ou à ces jeunes-là d'emmagasiner de l'expérience. Il faut miser. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire également, il y a beaucoup d'écoles de football, il y a beaucoup de formations qui se font, mais il faut arriver aujourd'hui à discipliner le secteur. Bâtir une équipe ambitieuse demande du temps et un discours d'humilité que doivent entretenir les responsables de l'instance fédérale. Car la CAN 2021, organisée en terre ivoirienne, ne doit pas se préparer qu'au niveau des infrastructures. Il faudra montrer aux yeux du monde entier que les erreurs d'hier nous auront servi pour être prêts et performants en 2021. Voilà, c'était des leçons à tirer de Salif Ouattara. Comme annoncé dans les titres, que pensent les Ivoiriens de cette participation des éléphants au CHAN? Écoutons-les. La SEC a commencé le championnat difficilement. Mais vous avez vu qu'au fur et à mesure le championnat avançait, la mayonnaise a pris, l'équipe joue bien. Et la CHAN, c'est la même chose. C'est la même chose parce que quand on a une équipe qui est qualifiée pour la CHAN, il faut la préparation, il faut les matchs amicaux. Et là, on n'en a pas. Voilà. Et le problème au niveau des dirigeants, c'est que la caisse est vide. Et quand la caisse est vide, on ne peut rien faire. Le programme de l'entraîneur est là, c'est fait. On ne peut pas jouer les matchs amicaux parce qu'il y a des dépenses à effectuer. Donc là, je crois que c'est le véritable problème. Aujourd'hui, on est éliminé, ça me fait très mal. Mais aujourd'hui, cette équipe-là, c'est une bonne équipe, mais ils vont l'abandonner tout de suite. Et attendre, prochain qu'on appelle éliminatoire des CHAN. On va venir faire quoi? Aujourd'hui, notre football est relevé. On ne peut pas dire que c'est un problème qu'on appelle le championnat est bas. Non, la sous-région ici, pratiquement en Afrique, la Côte d'Ivoire, le championnat est plus élevé. Hein? C'est pas normal qu'on prend les meilleurs pour aller jouer une CHAN et puis, comment on appelle, on sort comme si on allait faire du tourisme. Ça me fait très mal. Donc, le problème est clé, c'est la préparation. Et le programme donné par l'entraîneur, il faut que les dirigeants arrivent à respecter. C'est-à-dire mettre à la disposition de ces personnes-là pour pouvoir travailler. Et regardez, comment on appelle... Demain, vous aurez donc l'avis de plusieurs autres Ivoiriens sur l'animation de la Côte d'Ivoire au CHAN 2018. En ce moment même se jouent les matchs, le troisième match dans le groupe C. Le Rwanda et la Libye sont à 0-0 à 14 minutes de jeu. La Guinée équatoriale également face au Nigeria 0-0 à 14 minutes de jeu. On aura donc les résultats demain à 18h30 sur cette même antenne, n'est-ce pas, Bakary Kokapit? Absolument, avec le même plaisir. Avec le même plaisir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, mesdames, messieurs. Merci d'être restés en notre compagnie. Et puis rendez-vous demain à 18h30. Bonne soirée.